Sécurité, on est sur un angle un petit peu proche, mais on avance dans le débat. J'appelle, non à la barre, mais sur scène, Fabien Caparros, chef de la division en charge du management de la sécurité numérique à l'ANSSI. L'ANSSI, fil conducteur de cet après-midi. Également avec nous Christophe Forêt, co-chair du Fair Institute Paris et président de FSN Partners et CERIX. Et si Nathalie Malisset veut bien nous rejoindre, elle est vice-présidente de la commission numérique et innovation à la CNCC, organisme des commissaires aux comptes. Merci et bienvenue. Voilà, on reste dans le vif du sujet, on est bien rentré dans le sujet. Fabien Caparros, on le voit bien, la question de la cyberdéfense ne se pose pas qu'en termes techniques, mais aussi de gouvernance. Alors, comment on l'intègre au sein d'une entreprise, au niveau du board, du risk management? Vous avez une grande expérience. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce risque en matière de gouvernance et puis du risque de réputation également, même si on a un petit peu abordé le sujet? Très bien, bonjour à tous. Très bien, on va essayer donc d'aborder maintenant un petit peu les solutions, ou du moins la manière dont on peut appréhender ce risque cyber et voir comment on peut le traiter à l'échelle d'une entreprise. En préambule, je voulais juste positionner le risque cyber un peu dans sa nouveauté dans ces dernières années, du fait que ce soit devenu un risque stratégique. Au début du siècle, on était sur un risque technico-opérationnel. Globalement, ça pouvait potentiellement faire mal de prendre une cyberattaque, mais ça n'était pas complètement déstabilisant. À l'heure actuelle, pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment, on est sur un risque stratégique potentiellement mortel pour une entreprise. La différence est fondamentale. Elle est fondamentale pourquoi ? Parce qu'on ne va pas du tout l'aborder de la même manière. Un décideur, face à un risque technico-opérationnel, il ne va pas rentrer dans la complexité du domaine. Il va simplement avoir besoin d'un service ou d'un produit qui soit sécurisé. Et il va externaliser la compréhension de la complexité du risque au technicien, à l'ingénieur, qui lui va lui amener une solution clé en main avec en face un volume financier à accepter si jamais on ne veut pas trop se faire attaquer. Sur un risque stratégique, c'est plus du tout la même chose et on n'a pas le même rapport avec l'expert. On ne va pas demander à l'expert une solution immédiatement sécurisée sans rentrer dans la complexité. On va lui demander d'éclairer la décision. Dire, très bien, c'est compliqué, mais il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne, il faut que le décideur soit capable d'éclairer la décision. Donc ça vaut pour tous les risques stratégiques, que ce soit le risque financier, le risque de réputation, donc des risques qui sont tout autant techniques que le risque cyber. Eh bien, il faut être capable de permettre la décision stratégique. Et lorsque l'on a posé ce préambule, on se rend compte qu'on était mal outillé pour traiter le risque cyber comme un risque stratégique. Parce que les méthodes d'analyse de risque, notamment, et toute la doctrine de management du risque qui a été créée au début de ce siècle, globalement, visait à sécuriser des produits et des services pour des ingénieurs. Elle était difficilement utilisable pour des risk managers ou pour des décideurs pour comprendre l'exposition au risque et savoir si on y va, dans quelles conditions, comment on le réduit, comment on le transfère, est-ce qu'on n'y va pas, et toutes ces bonnes questions de management du risque. Donc on a récemment beaucoup travaillé dessus. Du côté de l'ANSSI, on a refondu notre méthode d'analyse de risque qui s'appelle EBIOS pour créer une méthode d'analyse de risque dédiée à la décision stratégique, EBIOS Risk Manager, qui permet globalement pour un décideur d'avoir une meilleure vision de son exposition au risque, savoir quel est son contexte numérique, son contexte réglementaire par exemple, quelle est vraiment la menace qui est en face et la menace la plus dangereuse, quelles sont les vulnérabilités qu'il peut avoir en échangeant avec son écosystème. Est-ce que je travaille correctement avec tel partenaire, avec tel client, vis-à-vis des liens cyber que l'on peut avoir avec lui. Et puis, in fine, quelle décision je vais prendre pour sécuriser mon activité numérique, pour mettre la sécurité au cœur de la transformation numérique, sur le long terme, en restant agile et performant. Donc tout ceci, ça nécessite de revoir un petit peu toute la doctrine de management du risque pour la faire monter au niveau de la décision stratégique. Alors, j'aurais évoqué un petit peu la notion de cloud. Quand on met son activité dans un cloud, on pense effectivement souvent que c'est plus pratique, c'est plus sécurisé. Quelle question doit-on se poser aujourd'hui? Est-ce que le cloud a le visa de l'ANSSI? Tout le monde n'a pas le visa de l'ANSSI, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ces transferts sur le cloud? Alors effectivement, l'ANSSI a sorti un référentiel pour donner un visa de sécurité, le SecNum Cloud, sur les clouds.
ce référentiel permet d'avoir un marquant sur le marché de cloud qui sont davantage sécurisés. On peut avoir des clouds plus sécurisés. On n'est pas obligé de monter non plus sur ce référentiel en fonction de son activité. La bonne question, ça va être de savoir, pour un cloud, pour un partenaire, pour une partie prenante de son écosystème, comment est-ce que je suis, quel lien j'ai avec lui. Nous, on va sur la méthode d'analyse de risque EBIOS Risk Manager, on va considérer cette relation avec un partenaire, on va la considérer au travers de 4 paramètres. Tout d'abord, la pénétration, ensuite la dépendance, après la confiance et la maturité cyber. Donc c'est assez simple finalement quand j'essaye d'évaluer ma relation avec mon partenaire. La dépendance, c'est simple. Si mon partenaire tombe, est-ce que je tombe avec? Quel est mon niveau de dépendance par rapport à lui? La pénétration, si l'adversaire est chez lui, jusqu'à quel niveau il est chez moi? Donc là, on est dans des notions de défense en profondeur. Après, la maturité cyber d'un partenaire, on a plusieurs manières de l'évaluer. Ça peut être du déclaratif, on peut rentrer vraiment chez lui pour faire des audits et aller très très loin dans la maturité cyber, ou utiliser Cyber Rating par exemple. La confiance, eh bien, on peut très bien travailler avec son principal concurrent sur un marché commun. On va partager des systèmes d'information. On ne va pas avoir une grande confiance non plus dans ces systèmes. On ne va pas lui laisser les clés du camion. Au travers de ces 4 paramètres, on évalue quelle est notre vulnérabilité. Et à partir de là, on peut voir si on monte jusqu'au niveau SecNum Cloud, voire au-delà, ou bien ça n'est pas la peine dans la situation actuelle. Donc on peut prendre des prestations qui vont être peut-être moins onéreuses, mais c'est pas si dangereux que ça pour nous. Et puis surtout, on va voir globalement si on va investir dans la sécurité avec ce partenaire, si on va le surveiller, si on va travailler pour repousser le danger, ou bien si on va le prendre en l'état, pas forcément aller l'auditer, etc., parce qu'on est suffisamment sécurisé quand on travaille avec lui. Alors, c'est un des exemples de l'approche EBIOS Risk Manager qui permet de faire comme ça un radar des différentes parties de notre écosystème et de poser l'effort là où c'est nécessaire et de faire un refus de saut quand il ne faut pas y aller. Je crois que vous allez sortir chez l'ANSSI bientôt un guide auprès des entreprises, une méthode d'analyse pour aider les risk managers, comme on est dans cette table ronde sur une partie très, très méthode, pragmatique. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce nouveau guide? Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a commencé, quand on a refondu notre méthode, notre doctrine de management du risque, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, on a commencé par le moteur. Le moteur, c'est l'analyse de risque. Il faut avoir une analyse de risque qui permette la décision stratégique, qui permette la compréhension du risque entre les décideurs et les métiers. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on a travaillé avec l'AMRAE, donc la grande association des risk managers, pour répondre à une question simple. La question que vous vous posez, c'est-à-dire comment je fais pour intégrer progressivement le risque cyber dans mon entreprise et pour gérer correctement ce risque cyber. Par où je commence et ensuite comment je rends ça soutenable dans le temps. Donc on sortira le mois prochain au Pharma Forum, qui est un grand forum des risk managers européens. On va sortir un nouveau guide qui s'appellera La maîtrise du risque numérique, l'atout confiance, et qui vous propose une démarche. Il y a 15 étapes, il y a surtout 4 grandes phases. La première phase, c'est la prise de conscience, parce que le décideur va devoir non seulement mettre des moyens, mais mettre en mouvement toute l'entreprise, parce que ça va concerner toutes les strates de l'entreprise. La deuxième, c'est comprendre et s'organiser. C'est là où on passe par l'analyse de risque pour comprendre son activité numérique, où on met en place les outils de gouvernance, la stratégie. La troisième, c'est de bâtir son socle de sécurité, parce que comme l'a très bien dit Axel précédemment, Axel Casado, il faut d'abord commencer par l'hygiène, donc on va bâtir son socle de sécurité. Et puis une fois qu'on est solide sur les bases, on va passer sur la quatrième, être agile et performant. Garder notre niveau de management du risque dans le temps, notre niveau de sécurité numérique dans le temps. Et être performant, c'est aussi valoriser notre investissement dans la sécurité. Voilà, c'est pour ça qu'on a baptisé ce guide l'atout confiance. Tout le monde a besoin de confiance. Vos clients, vos prestataires, vous-même. Il faut valoriser ces investissements. Ça permet de diminuer le retour sur investissement et ça répond à globalement à un énorme besoin sur le marché de savoir un petit peu avec qui je travaille et dans quelles conditions. Alors, avant qu'on découvre une autre méthode qui est celle du Fair Institute, est-ce que sur la méthode EBIOS, vous voulez donner encore quelques éléments pour qu'on sache quels sont les contours de cet outil, qu'on puisse mieux comparer avec les avantages ou attraits, spécificités des nouvelles méthodes? Non, tout à fait. Alors déjà, il y a un des enjeux pour nous, c'est d'être très, très compatible à la fois avec le Fair Institute et on a une complémentarité, mais reconnu aussi au niveau international. On travaille à l'ISO, la méthode elle est compatible ISO 27005 et on va la tamponner. Mais globalement, ce que vous allez retrouver sur EBIOS Risk Manager, vous avez 5 ateliers.
chaque atelier est autoporteur, ce qui fait qu'à la fin de chaque atelier, vous avez déjà des décisions de sécurité qui peuvent être prises. C'est important. Et vous allez avoir une approche qui va vous permettre d'avoir cette compréhension partagée des risques entre les décideurs et les métiers, pour que le décideur puisse poser sa stratégie et le métier puisse l'implémenter. Ce qui fait que sur EBIOS Risk Manager, vous avez 4 valeurs. La première valeur, c'est qu'elle est concrète. Elle est concrète parce qu'elle intègre la connaissance de la menace, et nous, on en a une très fine, notamment avec les équipes d'Axel. Elle intègre la connaissance de la menace, le threat intel, dans l'analyse de risque. La deuxième, c'est qu'elle est convaincante. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur les livrables soient compréhensibles par les non-experts, et notamment les décideurs. La troisième, c'est qu'elle est efficiente. On met l'effort là où on a besoin. Et ça, c'est fondamental pour avoir de l'agilité sur la méthode. Et la quatrième, c'est qu'elle est collaborative. Le fait cyber est tellement complexe que ce n'est plus un expert dans son coin qui, avec quelques interviews, arrive à faire une analyse de risque. L'enjeu, c'est de mettre autour de la table les différentes personnes qui interagissent dans l'entreprise sur le sujet, de les faire travailler ensemble pour comprendre la menace et trouver les solutions. Et en particulier, des solutions vis-à-vis de l'écosystème, ça passe par les achats, ça passe par le contrat, ça va passer par beaucoup plus d'intervenants que simplement la DSI. Voilà, donc concrète, convaincante, efficiente et collaborative, c'est les 4 valeurs que vous retrouvez sur EBIOS Risk Manager. Mais merci beaucoup, ça a l'air parfait, mais il y a quand même une autre méthode qui essaye d'émerger en ce moment. Christophe Auret, vous êtes coprésident du Fear Institute Paris. Alors je vous donne la télécommande pour montrer les quelques slides pour appuyer votre propos. Quelques mots du Fear Institute. Si j'ai bien compris, c'est une organisation américaine présente désormais sur 4 continents, une organisation à but non lucratif. Et la méthode FAIR, vous l'avez introduite il y a 18 mois en Europe, c'est ça ? Exactement. Donc, bonjour à tous, merci de l'opportunité de présenter cette méthode, ce nouveau standard. Alors, il est nouveau, mais pas du tout incompatible avec, entre autres, et bien sûr pour celle les débats, de j'ai EBIOS. du mal à vous confronter. Hein. Vous êtes tous travaillés main dans la main. Non, mais alors, C'est tant mieux, bien sûr. C'est pas une posture pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire. Hein. Dans beaucoup de domaines, un seul outil ne permet pas de tout faire. Et en particulier au sujet de la cybersécurité, qui, on vient de le voir, est à la fois très complexe et de plus en plus un élément qui concerne toutes les organisations et l'ensemble des fonctions de l'organisation. On ne peut plus aujourd'hui se contenter de dire c'est un problème technologique dont l'informatique va s'occuper. Alors, en quoi c'est complémentaire ? Beaucoup de méthodes aujourd'hui établissent le cadre dans lequel les activités de gestion des risques et d'analyse des risques doivent être conduites. La méthode EBIOS est celle qui est à utiliser ici en France et en particulier par les OIV. Cela étant, l'ensemble de ces méthodes, et je crois qu'EBIOS c'est le cas aussi, ne sont pas toujours et sur toutes les tâches qu'il convient d'effectuer très prescriptives. En particulier lorsqu'il s'agit de quantifier en termes financiers, et Fabien le rappelait tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'aider à prendre des décisions stratégiques. À un moment donné, le management, qui n'est pas un expert de la cybersécurité, va avoir besoin de chiffres pour prendre des décisions. Aujourd'hui, et parce que les méthodes existantes ne sont pas toujours suffisamment prescriptives, on fait beaucoup appel à des dires d'experts et ce qu'on appelle des heatmaps, donc des cartographies des risques avec des risques rouges, des risques oranges et des risques verts. Le problème qui est évidemment posé, c'est comment est-ce qu'on priorise entre 2 risques rouges, a fortiori si on en a une dizaine. C'est ce que FAIR propose d'aider à régler en introduisant une taxonomie plus détaillée que celle comme EBIOS ou ISO, en complément de ces méthodes, afin de bien déterminer les composantes et sous-composantes des risques. Faire en sorte que le modèle permette de ne pas retrouver, ça arrive encore, ce qu'on a sous les yeux, à savoir une liste dans un registre de risques, une liste de risques typiques, dont il s'avère qu'un certain nombre ne sont pas des risques.
Elles sont des menaces, elles sont des inquiétudes, elles sont éventuellement le cloud, par exemple, un actif, un outil. Mais on essaye donc avec... Quelle est votre définition du risque et de la menace pour aider? C'est pas toujours extrêmement clair pour tout le monde. Alors, dans le cadre FAIR, c'est 3 éléments minimum. Un actif, quelque chose qui a de la valeur pour vous, y compris intangible, ça peut être la réputation. Une menace et éventuellement des agents de menace, éventuellement des vecteurs. Enfin, donc, une menace et un impact. Si on a ces 3 éléments, on peut effectivement parler de risque et on va à ce moment-là décomposer les éléments constitutifs d'une part de la partie gauche de notre modèle, à savoir tout ce qui va être vraisemblance ou probabilité d'occurrence d'une menace, d'actions qui, sur mon actif, peuvent avoir un impact négatif. Vous nous dites si vous êtes d'accord, parce que j'imagine que la notion de risque à l'ANSSI, elle a été épluchée, scrutée depuis longtemps. Alors, c'est pas juste pour faire de la du français ou de la grammaire, mais c'est intéressant de poser clairement les choses quand on parle de risque. C'est cette définition un petit peu que vous avez à l'ANSSI. Oui, le FAIR Institute a sa propre définition, mais qui est pas très loin. On utilise les définitions toutes simples de l'ISO 31000, mais qui est globalement celle-là, c'est-à-dire une vraisemblance par une menace, et on retrouve bien cette définition-là. La complémentarité avec le FAIR, et on travaille pas mal en ce moment avec eux, c'est qu'effectivement ils ont une approche qui permet de faire une quantification qui est intéressante, et de notre côté, on a un cadre qui est de bout en bout et assez haut niveau sur notre menace, qui nécessite d'être décliné à la fois dans les entreprises, mais également dans les administrations et ou bien dans des cas particuliers comme les développements agiles. Et donc on est toujours très intéressé par les approches complémentaires qui apportent un peu plus de précision sur certains contextes. Allez-y, monsieur, je vous ai interrompu, mais sur la notion de risque, j'ai entendu beaucoup d'intervenants me préciser leur bien sûr. acception. Et c'est essentiel, effectivement, de collaborer pour que on participe à simplifier la communication du risque. Encore une fois, il s'agit maintenant de pouvoir constituer des équipes pluridisciplinaires dans l'entreprise et effectivement de vérifier qu'on est en accord. ISO 31000 et la famille 27000 déterminent bien que le risque, c'est une dérivée de la vraisemblance, de la probabilité d'occurrence d'un événement et de son impact. Alors ISO 31000 estime que ça peut être un impact positif. Dans le cadre qui nous intéresse ici faire, on se concentre sur, malheureusement, les impacts négatifs pour l'entreprise. Donc je disais une taxonomie qui va permettre de compléter ce qui existe déjà avec l'objectif de permettre d'estimer. On est dans le risque, donc on est dans le futur. C'est quelque chose qui ne s'est pas produit. On n'essaye pas de faire des prédictions, on essaie de faire des prévisions. Et ce faisant, on utilise ce que beaucoup d'industries ont commencé d'utiliser depuis longtemps, et les sciences de l'aléatoire, les statistiques et la probabilité, pour essayer d'apporter non pas une valeur absolue, le chiffre il n'est pas nécessairement précis pour être utile, on va produire des plages de données ou des plages de valeurs financières probables si un incident de telle ou telle nature devait se produire dans l'entreprise. Mais c'est ce qui va, dans des distributions de probabilités, permettre d'éclairer beaucoup mieux que ne peut le faire une cartographie qualitative, va permettre donc d'éclairer des décisions stratégiques, de prioriser des investissements en cybersécurité, d'éclairer les types de transferts qu'il convient de transférer parce que l'entreprise n'est pas capable de les assumer. Et on va parler tout à l'heure de cyberassurance. Il s'agit de ça. De quelle quantité de cyberassurance j'ai besoin? Est-ce que les risques que je dois couvrir sont les bons? Et est-ce que les clauses d'exclusion que je dois accepter sont les bonnes? Et ces chiffres vont permettre d'éclairer ce genre de choses. Alors comment peut-on lire vos graphiques de loin? Ça ne doit pas être facile, si on peut aider
Non, alors simplement c'est pour illustrer les cas d'usage. Je l'ai dit, il y a un certain nombre de décisions stratégiques à prendre sur les investissements et l'ordre de priorité de ces investissements. On a parlé tout à l'heure GDPR, RGPD en français, cette réglementation sur la protection des données. Cette législation, elle prend, et c'est heureux pour nous tous, le parti pris du citoyen. Pour autant, l'entreprise doit aussi pouvoir articuler et comprendre est-ce qu'elle a suffisamment investi dans le cadre des obligations qui lui sont faites pour protéger les données de ses clients, de ses salariés, de ses partenaires, etc. Et par exemple, utiliser la quantification FAIR pour mesurer le type de risque auquel elle s'expose, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, pour être sous le coup d'une amende, il n'y a pas toujours eu un data breach, donc une exposition de données. On a quelques exemples avec 18 mois de recul maintenant à travers l'Europe. Bien sûr, on a parlé dans la presse des cas les plus spectaculaires, mais on a vu aussi des organisations, et je pense à un hôpital portugais par exemple, être condamné alors qu'il n'y avait pas eu de data breach, hein, il n'y a pas eu d'exposition. Donc, FAIR va aussi, ou la quantification des risques cyber à l'intérieur d'une démarche IBIOS, par exemple, va permettre d'éclairer un certain nombre de ces décisions. Alors, si on veut s'initier à votre méthode FAIR, comment ça se passe? Il faut être membre de FAIR, on participe à une session de 2 heures, de plusieurs journées. Je ne fais pas la promotion de FAIR, mais il faut expliquer exactement si c'est juste des références ou si on peut, comment on peut se l'approprier. Alors, pour commencer, il y a déjà beaucoup de choses sur le site de l'Institut FAIR. FAIR Institute, c'est en anglais, même si aujourd'hui c'est une organisation internationale avec, je crois, une vingtaine d'antennes comme celle de Paris. Donc il y a beaucoup d'informations disponibles et je trouve très bien faites pour les publics non avertis, non experts de la cybersécurité. Il y a évidemment les réunions du FAIR Institute à Paris, où on essaie de parler le plus possible français et d'échanger entre professionnels. La prochaine réunion se tient dans le centre de Paris le 14 novembre. Vous trouverez aussi cette information sur le site de FAIR Institute. Et enfin, effectivement, un certain nombre de sociétés comme Cyrisque, dont je suis un des partenaires, proposent des formations, et y compris des formations certifiantes. Et encore une petite question, vous me disiez en préparant cet échange qu'en fonction du problème, on peut, pour un petit clou en bricolage, on utilise un petit marteau, et puis pour un gros problème, on a besoin d'un marteau-piqueur. Alors, entre les différentes méthodes, et désolé si c'est une vision très simplifiée, mais comment situer entre FAIR et IBIOS qui est le gros marteau et qui est le petit marteau? Où est la finesse? Je vais vexer personne, mais aidez-nous à serrer un petit peu les outils qu'on commence à voir sur la table. Alors, je crois que, d'une manière générale, les gestes d'hygiène de base, et l'ANSSI a produit depuis longtemps un certain nombre de supports que vous trouvez sur leur site pour expliquer le minimum de ce qu'il convient de faire et pour lesquels il n'y a ni besoin d'analyse, ni besoin de programme de gestion de risque, ni a fortiori de quantification. Donc c'est par là qu'il faut commencer, évidemment. Cela étant, une fois qu'on a fait ce premier exercice, et Madame Malissé nous parlera d'une méthode et d'outils que votre profession porte également pour les entreprises, à chaque fois, il faut se souvenir que ce soit IBIOS, la méthode de Madame ou le FAIR Institute, c'est pour éclairer des décisions. C'est des outils de communication. Quelle est la question posée? Quel est le dilemme au chef d'entreprise ou responsable de la sécurité des systèmes d'information ou DSI? Quelle est la question qui m'est posée? Et en fonction de ça, de manière assez naturelle, l'effort et donc la nature de l'outil à utiliser s'impose aux gens qui ont à prendre cette décision. Très bien, merci beaucoup. Alors, puisque vous me facilitez la transition, effectivement, je passe à Nathalie Malissé, vice-présidente de la Commission numérique innovation à la CNCC, parce que les commissaires aux comptes, apparemment, ont un outil qui leur est propre, et il est peut-être plus accessible, plus utile pour des TPE et des PME, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'étonner de la présence d'un commissaire aux comptes ici parmi vous, parce qu'on n'est pas forcément les premières personnes qu'on attend sur la cybersécurité. Alors déjà, je vais essayer de démystifier tout ça. On a beaucoup parlé depuis le début d'après-midi d'analyse des risques. Il faut quand même savoir que l'audit, tel que nous les réalisons à l'occasion de nos différentes missions, dont forcément la mission de certification des comptes, bien, elle repose sur l'analyse des risques. Nos diligences vont reposer sur la prise de connaissance des systèmes d'information. Et nous avons aussi dans nos obligations professionnelles, dans nos normes d'exercice professionnel, des points, des focus sur lesquels on doit s'arrêter et sur lesquels on doit apporter des réponses. Et nous devons notamment nous interroger sur la fraude. Nous devons nous interroger sur la continuité d'exploitation. Or, je pense que depuis ce début d'après-midi, ce sont des thèmes sous-jacents qui ont été évoqués. On a parlé de conséquences financières qui pourraient même amener à faire disparaître certaines entreprises. On a eu des statistiques en introduction qui disent que dans les 6 ou 18 mois, des petites entreprises victimes d'attaques, bien malheureusement, sont trop souvent rayées à la surface de la Terre. Alors c'est vrai que pour nous, les commissaires aux comptes, la cybersécurité ou la sécurité des systèmes d'information, c'est un point important. C'est un point important, mais néanmoins, nous ne sommes pas des spécialistes de l'informatique. Donc, je voudrais surtout que vous ne preniez pas ombrage, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle. Nous n'avons absolument pas la prétention de vous concurrencer sur la sécurité informatique, mais nous pensons que nous pouvons accompagner les chefs d'entreprise, et notamment les chefs de plus petites entreprises, on va parler de TPE ou de PME, qui malheureusement vont trop souvent s'inscrire dans le déni. Ça aussi, ça a été évoqué. Oh, je suis trop petit pour intéresser un attaquant. Sauf qu'on sait très bien que on va justement aller chercher le plus vulnérable, celui qui est en lien d'affaires, le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant, pour essayer de parvenir jusqu'à la plus grosse entreprise qui détient les secrets, par exemple, qu'on voudrait récupérer. Donc oui, les commissaires aux comptes ont développé une plateforme qui n'est accessible que pour les commissaires aux comptes. Je réponds à l'avance peut-être à la question que vous alliez vous poser. Donc on a développé une plateforme qui permet de mener une mission non pas d'audit, mais une mission de diagnostic. Cette mission, on va la réaliser tout d'abord en mode entretien, c'est-à-dire qu'on va rencontrer le chef d'entreprise ou toutes les personnes qui, dans l'entreprise, sont à même de nous apporter des réponses sur l'organisation du système d'information, sur sa sécurité, sur d'une manière générale la sécurité et la stratégie qu'il y a dans l'entreprise pour protéger les données critiques, le système d'information, les actifs critiques. Alors quand je dis qu'on va interviewer les personnes de l'entreprise, ça peut aussi être l'interview de partenaires de l'entreprise. On ne va pas se limiter forcément uniquement aux salariés ou aux dirigeants. On va donc conduire un entretien au cours desquels on va notamment s'interroger sur l'existence d'un BRA ou d'un PCA, sur la politique qui est menée en termes d'hygiène de base, sur les accès, sur quelle est la politique de digitalisation ou de nomadisme dans l'entreprise. À l'issue de cet entretien, on va essayer de déterminer des scénarios d'attaque possibles. Par exemple, et c'est assez réaliste dans les petites entreprises, on va se poser la question d'un scénario, celui-ci est-il possible, par exemple la modification des RIB. Comme vous ne l'ignorez pas, de plus en plus, les fournisseurs sont réglés par virement bancaire. C'est-à-dire qu'on est en train d'abandonner le chèque au profit du virement bancaire. Et on se rend compte, nous autres, les commissaires aux comptes, quand on mène nos audits sur les systèmes d'information, quand nous réalisons notre prise de connaissance, eh bien, on se rend compte que, assez simplement, les RIB sont modifiés uniquement par l'envoi d'un mail. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un de nos fournisseurs nous dise « j'ai changé de domiciliation bancaire » pour que la personne qui soit en charge de paiement fournisseur prenne ça pour argent comptant et modifie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve très facilement avec des virements bancaires qui ne partent pas auprès du bon destinataire. Et bien sûr, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Donc, une fois qu'on a conduit notre entretien avec le dirigeant, une fois qu'on a établi quelques scénarios possibles d'attaque ou de menace, eh bien, on va se mettre dans la situation, et si c'était vrai? Si cette menace est réalisée, quelles en sont les conséquences financières? Et là, vous comprenez pourquoi un commissaire aux comptes
est la bonne personne aussi pour évoquer ces dimensions financières, parce que nous sommes des hommes et des femmes de chiffres. Nous sommes au cœur de vos entreprises et donc nous connaissons particulièrement bien tous les principes, les mécanismes qui vont créer de la richesse. Et on va être capable, en discutant avec le chef d'entreprise et avec les responsables, bien d'établir qu'au travers de la réalisation de tels scénarios, on va avoir tel type de perte d'exploitation qu'on va être capable de chiffrer. Ça va nécessiter des coûts supplémentaires pour répondre à l'attaque, que ce soit de la gestion de crise, que ce soit des frais de forensique. Éventuellement, est-ce qu'il ne va pas falloir dédommager des clients ou des fournisseurs? Bref, on va dérouler un ensemble de points qui va nous permettre de compiler les conséquences financières probables de cette attaque. Et à l'issue de ce diagnostic, bien, on va remettre au chef d'entreprise une sorte de carte d'identité dans laquelle on aura essayé de mesurer son exposition au risque cyber. Alors l'exposition, on va partir du principe qu'on n'a pas beaucoup la main. On est plus ou moins exposé en fonction de nos secteurs d'activité. On va être plus ou moins exposé en fonction de notre degré de digitalisation. C'est sûr qu'une entreprise qui n'a pas de connexion Internet, elle n'est pas exposée au risque cyber. Malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, donc toutes les entreprises sont exposées, mais on le sera d'autant plus si on a du personnel très nomade qui se connecte un peu partout. Donc, une première mesure de l'exposition. Une mesure de la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que je suis totalement dans le déni? Je connais aucune des règles de l'hygiène informatique préconisées par l'ANSSI. Je fais n'importe quoi avec mes machines. Ou bien, au contraire, est-ce que j'ai essayé d'avoir une vraie politique de sécurité de mes systèmes d'information? Donc, l'exposition, la maturité, des scénarios d'attaque, des conséquences financières. Et ces conséquences financières, on va systématiquement les repositionner par rapport à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si j'essayais de me livrer un exercice, d'ailleurs que personne ne réussit, quel est le coût d'une cyberattaque? Déjà, je vais vous dire, ça va peut-être dépendre des attaques. D'accord? Si on dit, parce qu'on lit dans la presse, c'est environ 100 000 euros. Bien, vous avez des entreprises pour qui 100 000 euros, même pas peur, on ne l'aura pas vu passer. Et d'autres, des toutes petites entreprises, elles vont vous dire, c'est bon, quoi. Je suis morte à 100 000 euros, je n'existe plus. Donc, on comprend bien que faire des moyennes, c'est dangereux. Donc, nous, justement, on ne va pas dans la moyenne. On va bien sur du sur-mesure, sur de l'évaluation. Par rapport à la taille de l'entreprise, on va être capable de chiffrer sa perte de chiffre d'affaires. S'il y a une atteinte à sa réputation, par exemple, on va essayer ensemble d'avancer et de poser un chiffre. Et ça nous permettra de dire, vous voyez, telle attaque, elle représenterait pour vous, grosso modo, 50% de votre seuil de trésorerie, 1 an de marge. Et donc là, on va vraiment pouvoir intéresser le chef d'entreprise par ce qui est le nerf de la guerre, à savoir le cash, la création de la richesse. Donc voilà, la mission que nous réalisons, c'est donc une mission de diagnostic. C'est avant tout un diagnostic financier à partir de scénarios probables qu'on aura co-construits avec l'entreprise et qu'on aura adaptés en fonction de son organisation interne, de ses process. Voilà. Alors, 2 petites questions. D'une part, sur l'exercice que vous avez évoqué. Si demain, un fournisseur nous envoie un mail en disant « j'ai changé de RIB », quel est le bon réflexe? Autant que commencer tout de suite la leçon accélérée de cybersécurité. Et puis, si demain, décidément, journée chargée pour notre public, ils ont la visite de leur commissaire aux comptes, est-ce qu'ils sont légitimes de leur dire « est-ce que, monsieur le commissaire aux comptes, vous avez eu la formation? Est-ce que vous disposez, vous maîtrisez le nouvel outil qui va me permettre de muscler ou de savoir où j'en suis point de vue cybersécurité ?» Alors la première réponse à la question, c'est qu'effectivement, si vous recevez un mail vous informant d'un changement de domiciliation bancaire, bien, ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer systématiquement, mais bien sûr, vous devez recommander à votre service comptable de décrocher son téléphone et d'appeler son interlocuteur habituel. D'accord ? Donc on a l'habitude d'appeler Romain, Patrick ou Florence à la comptabilité dans telle entreprise. On l'appelle. J'ai reçu un mail. Est-ce que c'est vrai, vous avez vraiment un changement de RIB? Bien sûr, on va leur dire aussi cultiver. Vous avez un fournisseur français, vous avez un RIB en Hongrie.
il y a peut-être un truc, quoi. Faut peut-être se poser la question. Mais c'est vrai que c'est souvent des règles de bon sens que les gens ne maîtrisent pas du tout. Donc, toujours. Il faut cultiver le doute. Cultiver le doute. Voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors après, est-ce qu'on peut le demander à son commissaire aux comptes? Bien sûr. Bien sûr. Alors aujourd'hui, cet outil, on l'a sorti à la Compagnie nationale début février. Donc, on est dans les premiers mois de fonctionnement de la plateforme. Cette plateforme, bien sûr, on forme les confrères à l'utiliser, à réaliser ces missions auprès de leurs clients. Aujourd'hui, on est à peu près à 2000 confrères formés. Donc, c'est déjà pas mal sur les 14 000 commissaires aux comptes. Mais il nous en manque encore un peu, vous l'avez bien compris. Donc n'hésitez pas, demandez-lui s'il peut vous réaliser cette mission. Alors c'est pas inclus dans sa mission d'audit légal, c'est une mission à part, une mission vraiment à part entière. Mais je peux vous assurer, à chaque fois que je l'ai réalisé chez mes clients, on a découvert ensemble des choses. C'est-à-dire que des choses que moi j'imaginais et qui étaient pas du tout réel. Et inversement, j'ai vu des dirigeants prendre conscience de certaines choses et être beaucoup plus à même après de réaffecter leurs investissements. On s'apercevait que finalement, peut-être qu'on mettait de l'argent là où c'était pas forcément très nécessaire. Et qu'inversement, il faudrait peut-être réallouer, par exemple, à la formation des collaborateurs. On sait aussi que c'est le maillon faible dans les entreprises. Et puis aussi, ça ouvrait le champ à l'assurance, et je sais que vous en parlez tout à l'heure, parce que le risque zéro n'existe pas. Donc il arrive un moment, ce risque résiduel, va falloir le transférer à l'assureur. L'assureur, il prendra pas n'importe quoi comme risque, je pense qu'ils vont nous en parler. Donc ça nécessite aussi d'avoir une vraie politique de cybersécurité. Et messieurs, vous pouvez réagir. Et puis question également pour Nathalie Malisset. On a le sentiment, à écouter cette évolution exponentielle des attaques, que bon, on a bien compris que la question n'est pas tellement est-ce qu'on va se faire attaquer, mais quand est-ce que ça va avoir lieu. Et puis ce que j'ai entendu en parlant aux uns aux autres en préparant cet après-midi, c'est que il faut faire en sorte, dites-vous, que l'attaque soit le plus court, soit la plus brève possible. Alors comment on fait ça? Déjà, on essayait d'éviter des attaques. Maintenant, on nous dit, il vaut mieux que ce soit, ça va faire mal, mais t'inquiète pas, vaut mieux que ce soit court. Si ça dure 3 semaines, là, c'est encore plus risqué. Entre l'ANSSI, les commissaires aux comptes, comment faire en sorte d'avoir la bonne attaque courte et pas mortelle? Forcément, plus ça sera court, moins ça devrait être préjudiciable. Et encore pas forcément. C'est pas que la notion de temps qui va impacter. Je pense surtout ce qui est important en matière de cyber-résilience, puisque c'est bien de ça dont on parle. Ça va être en fait vraiment d'être en capacité de réagir, mais de réagir à tout niveau, c'est-à-dire d'être proactif, c'est-à-dire je suis conscient du risque, donc je mets en place toute une stratégie pour limiter le nombre d'attaques. Je vais mettre aussi en place une stratégie pour limiter la profondeur de l'attaque et sa durée. Et je mets en place un plan pour pouvoir repartir dans les meilleures conditions possibles et réatteindre vite mon niveau normal d'activité. Donc ça, c'est tout l'objectif d'une entreprise. C'est que oui, je vais être attaqué, je le sais. Alors qu'est-ce que je vais faire pour détecter cette attaque ? Pour éviter qu'elle aille trop loin dans mes systèmes d'information. Donc là, on va utiliser toutes les ressources des spécialistes en informatique, de cloisonnement, de droit, etc. Et surtout, aujourd'hui, c'est le vrai point faible dans ce que j'observe dans les toutes petites entreprises, c'est qu'elles ne savent pas réagir quand il y a une attaque. C'est-à-dire, le vrai maillon faible, c'est je suis attaqué, je ne sais pas à qui je dois m'adresser, est-ce qu'il faut que je porte plainte, est-ce que ça marche vraiment une assurance, mais finalement, est-ce que c'est pas mon prestataire informatique qui doit s'occuper de tout? Et là aussi, on s'aperçoit qu'il y a un gros problème dans l'analyse des contrats d'infogérance. Les chefs d'entreprise dans les TPE, PME sont convaincus que leur prestataire informatique fait tout, règle tous les problèmes, alors qu'en réalité, très souvent, le prestataire informatique n'est en charge que de la mise à jour des drivers de l'imprimante ou de certains programmes, et ça s'arrête là. Non, mais dans les petites entreprises, c'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Caparros? Oui, on considère chez nous que c'est ce qu'on constate, hein, c'est une question de maturité souvent, très souvent. Donc, globalement, si on n'a pas investi les fonds avant, après, si on est encore là pour les investir, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que ce qui va coûter cher sur une attaque, c'est les coûts de reconstruction après avoir passé le pic de l'attaque. Les attaques à la mode à l'heure actuelle, malheureusement, sont les attaques en rançongiciel qui sont beaucoup plus perfectionnées cette année qu'elles ne l'étaient l'année précédente. Et on va aller sur de plus en plus d'attaques de ce type. C'est-à-dire que globalement, si vous prenez, on a cité, je crois précédemment, WannaCry. C'est un rançongiciel qui est arrivé sur Internet, qui déboulait un peu à l'aveugle. Et puis, si vous étiez mal sécurisé, vous chiffrez.
Les attaques actuelles, vous avez un attaquant qui va cibler, rentrer dans votre système, prendre la main sur votre Active Directory et après choisir le moment où il va chiffrer. Qu'est-ce qu'il va chiffrer? Du coup, quand vous êtes pénétré à ce point-là, pour pouvoir retrouver une situation saine et repartir après dans une situation où vous allez pouvoir à nouveau créer de la valeur de manière normale, ça va prendre du temps. Et si vous êtes mal préparé, la gestion de crise va être très difficile, mais la reconstruction va être aussi très très longue. Donc c'est un processus de maturité. Donc, du coup, il faut monter progressivement en maturité pour pouvoir encaisser le choc. Après, effectivement, on se pose la question donc sur lorsque les entités les plus matures, qui ne sont pas forcément des grands groupes. Nous, on a accompagné une PME sur Marseille qui gère les flux logistiques du port de Marseille, parce que c'était un peu notre bêta-testeur. Construire des scénarios d'attaque les plus dangereux et les plus crédibles sur votre activité, ça se fait relativement bien. À partir de ces scénarios, on peut se projeter. On peut se projeter sur la gestion de crise et on peut se projeter aussi sur les éventuelles problématiques de reconstruction, etc., etc. Mais il faut les poser sur la table. Ce qui veut dire qu'on touche dans la résilience, on va vraiment toucher à la gestion de crise. Il faut rentrer les risques cyber au même titre que les autres grands risques stratégiques dans la gestion de crise. Il faut se poser les bonnes questions, ça certes. Et puis, je voulais juste conclure par un point. L'attaque informatique, c'est plus une attaque informatique, c'est une attaque cyber. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas forcément chez vous. Si vous créez une grande partie de votre activité avec des parkings, par exemple, parce que vous êtes un aéroport, et le chiffre d'affaires de l'aéroport, une grande partie, c'est les parkings. Si votre prestataire de parking, Q-Park ou je ne sais trop lequel, je ne vais pas trop jeter la pierre sur Q-Park, qui est aussi bien que les autres, s'il se fait lui chiffrer, vous tombez avec. Donc du coup, dans vos grands scénarios, il faut être en mesure d'identifier quelles sont vos activités les plus critiques, quels sont les services numériques qui sous-tendent ces activités, et c'est à partir de ça que vous construisez vos scénarios. Et ces services numériques, ce n'est pas forcément des systèmes d'information qui sont chez vous, mais par contre, c'est potentiellement vital pour vous. Donc voilà, globalement, le mot d'ordre pour nous, c'est anticiper pour ne pas subir, ce qui veut dire que si on a atteint un certain seuil de maturité, qu'on a investi en amont, au moment de la crise, ça se passe mieux, et au moment de la reconstruction, ça coûte moins cher. Pour faire simple, mais bon, c'est beaucoup d'Iacafaucon. Et je trouve des exemples, je vous donne la parole tout de suite, sont extrêmement éloquents. Monsieur Cabarrus, vous m'aviez parlé de ce qui s'est passé sur le port d'Anvers, une intrusion qui fait un cas d'école sur un système d'information. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? D'une part, en vous écoutant, on voit bien quand même que les acteurs qui sont des infrastructures, des hubs, sont très attractifs pour des cyber délinquants, et ils savent qu'ils peuvent toucher beaucoup de monde derrière. Et puis, est-ce que vous voulez bien en parler, parce que c'était quand même assez spectaculaire ce que vous avez fait. Alors, on était en 2016, donc à peu près. Donc à cette époque-là, on était en train de passer dans la criminalité. Donc, nous, ce qui nous faisait vraiment peur à cette époque-là, c'était l'étatique, qui était très virulent et qui l'est encore. Mais en termes de criminalité, les criminels étaient en train de monter en compétences. Donc ils étaient passés de ce qu'on appelait le business email compromised, où je prenais la main sur les emails et je faisais des attaques au président. Ils rentraient sur du business process compromised. Ce qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils rentrent vraiment dans les processus de l'entreprise en la connaissant. Maintenant, ils le font pour le paralyser. À l'époque du port d'Anvers, ça a été différent, c'est-à-dire qu'on a une mafia qui avait beaucoup de moyens, qui avait pris la main sur le système d'information professionnel qui servait à gérer les flux d'entrée et de sortie du port d'Anvers. Et ils ont utilisé cette position dominante pour pouvoir importer des conteneurs pleins de drogue dans le port, les faire poser au bon endroit pour pouvoir les récupérer par leur chauffeur et les rayer du système d'information. Donc on a eu un des premiers cas d'une attaque informatique de type APT dans le jargon, donc de très haut niveau, mais utilisée par une mafia sur un système informatique professionnel, industriel, et pas sur un système qui servait à envoyer des mails, avec un niveau d'attaque très très haut pour réaliser un forfait. Et en l'occurrence, là, c'était l'importation de drogue sur le port d'Anvers. Alors malheureusement, ça a fait école. C'est-à-dire que maintenant, le niveau de technicité des attaquants en cybercriminalité s'est élevé. Heureusement, en défense, le niveau s'est élevé également. Ce qui fait qu'on a toujours en face de nous le script kiddies, donc le jeune de 16 ans dans son jardin qui essaie de vous embêter. Mais globalement, avec un niveau d'hygiène minimum, on arrive quand même à le repousser assez bien. Voilà. Par contre, on va avoir en face de nous
des cybercriminels qui, eux, vont exploiter des attaques perfectionnées et aller attaquer la supply chain. Et ça, c'est un vrai sujet parce que comme ils passent par la supply chain, ça vous concerne directement. Et à titre d'exemple, c'est le deuxième type d'attaque, ces attaques par supply chain qu'on a vu en 2018. Le premier étant toujours l'espionnage et le prépositionnement de haut niveau. Donc ça ne change pas. Au niveau tactique, ça reste très impliqué dans le domaine. Et nos amis belges d'Anvers n'ont pas la chance d'avoir des commissaires aux comptes français. Un petit mot de conclusion, Nathalie Malisset ou alors on prend une question. Juste pour convaincre les chefs d'entreprise, si on regarde les statistiques, dans les années 70, le capital immatériel, ça représentait 5% de la valeur. Aujourd'hui, en bientôt 2020, le capital immatériel dont font partie notamment les systèmes d'information, c'est bientôt 80% de la valeur de votre entreprise. Quand j'accompagne personnellement des chefs d'entreprise à l'acquisition ou à la vente de leur entreprise, je peux vous dire qu'on met des bonus ou des malus en fonction de la qualité des systèmes d'information. Et bien sûr, quand on va parler de qualité des systèmes d'information, on va parler d'efficience, mais on va aussi parler de tout ce qui va tourner autour de la sécurité et de la compliance, effectivement, avec le RGPD. Donc, ne négligez pas cette valeur de l'entreprise. C'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Donc, vous pouvez investir aussi dans votre politique de cybersécurité. Vous le récupérerez à la sortie. Merci beaucoup. Monsieur Fourret, un petit mot de conclusion ou vous voulez qu'on se renseigne s'il y a des questions? On peut prendre des questions. Place à la salle. Y a-t-il des interrogations? Vous choisissez votre méthode. Vous voulez tous les adopter, les trois à la fois. Monsieur a une question, si vous voulez bien lui donner un micro, s'il vous plaît. Ah, ça s'est arrêté. Derrière, ça arrive. Donc, bonjour. Vous voulez bien vous présenter avant, si vous voulez bien. Bonjour. Donc, moi, c'est Chrysostome. Je suis président de Africa Cybersécurité, le réseau des experts en management de la sécurité des données numériques. Donc ma question, ce serait beaucoup plus aussi à destination de Nathalie Malisset. J'ai bien suivi votre intervention et ça m'a mis peut-être pas en doute, mais cela même a été dit pour éviter en fait qu'il y ait une confrontation entre, ça c'est mes mots, une confrontation entre les acteurs. Je pense que, est-ce que dans votre démarche, vous ne pensez pas que le commissaire aux comptes se déroute en fait de ses attributions au sein de ce qu'il a à faire? Bien sûr, vous avez indiqué qu'il faille investir sur les politiques de sécurité, c'est très bien. Mais je pense que vous êtes aussi la victime, là. Dans ces conditions, comment vous faites? Alors, le commissaire... Merci. Le commissaire aux comptes ne se déroute pas du tout de sa mission, puisque, comme je vous l'ai dit, on doit s'interroger sur les risques quant à la continuité de l'entreprise. Et d'ailleurs, on émet une opinion sur ce point-là dans notre rapport. On indique si oui ou non on a relevé des éléments qui pourraient remettre en cause cette continuité d'exploitation. Aujourd'hui, le péril cyber, c'est le premier péril dans les entreprises, le premier risque. Il y a encore quelques années, on allait s'interroger sur un endettement massif. On allait s'interroger, on continue de le faire, hein, je vous rassure, mais on allait principalement focaliser sur l'endettement massif, sur une dépendance à un fournisseur, sur une dépendance à un homme clé, sur la structure d'un réseau commercial. Et on s'arrêtait là, sauf qu'on négligeait là où se trouve principalement la création de la valeur, qui est quand même le système d'information. Donc depuis toujours, en fait, on a fait cette prise de connaissance, mais on ne la regardait pas, cette prise de connaissance, sous l'angle du risque. Donc c'est vraiment dans notre ADN, qui est l'analyse des risques. Mais je parle bien du système d'information, je ne suis pas sur l'informatique, il ne faut pas se cantonner du tout à ça. Et après, bien, les commissaires aux comptes, nous aussi, on est des chefs d'entreprise, donc nous aussi, on doit être tout à fait performants quant à la sécurité de nos systèmes, puisque nous pouvons malheureusement aussi être des vecteurs, des points faibles, si on ne faisait pas attention, donc pour nos partenaires qui sont nos clients. Une question à gauche, le micro est parti de là et vous êtes le prochain. Oui, monsieur? Oui, bonjour, Charles Lerin à l'appareil. Je souhaiterais rebondir sur cette question, étant donné que on parle énormément des PME et des grands comptes. Les supply chains peuvent être des TPE et des petites PME. Là, on n'est pas tous d'accord sur la taxonomie du mot sécurité, protection et prévention. Comment on peut mettre en place et faire comprendre aux dirigeants le ROI de la détection et son importance, notamment lorsque la société a besoin d'aide pour revenir sur son activité quand il n'y a aucune traçabilité de mise en place. Il faut quantifier. Allô ? Oui. Il faut quantifier.
Peut-être que, donc, pour répondre à la dernière partie de ce que vous nous expliquez, comment est-ce que l'entreprise calcule le ROI de tel ou tel investissement en sécurité. Eh bien, c'est la vertu de la quantification que de permettre effectivement de comprendre quel investissement va avoir le maximum d'impact sur la réduction de mon exposition au risque. Et peut-être, c'était un petit peu évoqué tout à l'heure, je crois que M. Poupard, le directeur général de l'ANSSI, aux assises de la sécurité, l'a expliqué aussi. La vertu de la quantification, c'est aussi de s'apercevoir que dans la nature des contrôles que je peux mettre en place dans l'entreprise, certains sont plus efficaces alors qu'ils n'empêchent pas l'incident d'arriver, mais ils permettent de se remettre beaucoup plus rapidement. Ou la détection, une fois que la menace est passée à l'action, la détection des dommages qui sont en train d'être faits, plus elle est rapide, plus elle va permettre de contenir l'impact. Donc voilà, la quantification, je crois, permet de répondre à un certain nombre de ces questions. Merci. Une dernière question là, parce qu'on va passer à la table ronde suivante, qui n'empêche pas de continuer la discussion après. Je crois que monsieur avait une question. Merci, bonjour à tous, Philippe Dieudonné, HIA Secure. Juste deux petites remarques et un clin d'œil. La première remarque, dans la première table ronde, on a entendu plusieurs fois le terme automatisation sur un certain nombre de tâches qui étaient effectuées par des PMI, PME, des startups dans le domaine du numérique. Je voudrais juste rappeler que le Forum international de la cybersécurité qui se tient tous les ans à Lille au mois de janvier, cette année, le thème retenu, c'est replacer l'humain au cœur de la cybersécurité. Chacun en tirera les conséquences qui s'imposent. La deuxième remarque, elle est pour Madame Nathalie Malisset. Vous avez, et avec beaucoup de justesse, rappelé les problématiques que l'on peut rencontrer, et qui ne concernent d'ailleurs pas uniquement les PMI, PME, en ce qui concerne par exemple l'exemple que vous avez pris, les changements de RIB qu'on nous envoie. Bon. Je voudrais simplement rappeler, et ça c'est valable pour tout le monde, que s'authentifier, c'est prouver que l'on est bien celui que l'on prétend être. Là aussi, c'est un vaste champ de réflexion, on aura sans doute l'occasion d'y revenir à un autre moment. Et puis le petit clin d'œil, parce que l'occasion est belle, mais c'est pas propre à cette assemblée. Je regarde depuis tout à l'heure un beau Wi-Fi cybersécurité, un mot de passe partagé, formidable. Et puis j'observe aussi, et je ne déroge pas à la règle, on a tous à la main notre smartphone, puis on regarde, et puis on se connecte. Il y aurait aussi, là, de manière très pragmatique, beaucoup de choses à en dire, et je rappellerai simplement pour l'ensemble des participants le minimum de précautions qu'il convient de prendre dans ce cas de figure. C'était mon clin d'œil. Alors, on va passer, merci beaucoup, à la table ronde suivante. Je crois qu'on peut applaudir nos invités. Merci beaucoup.